regardez Africa 24, la première chaîne d'information mondiale pour l'Afrique, la chaîne des passionnés de la CAN Cameroun 2021. L'émission, c'est Africa 24 Football Club, la quotidienne qui va débriefer et analyser les différentes rencontres de cette grande messe du football. Pour nous accompagner en plateau pour cet exercice tout au long de ce mois, tout au long de cette fête continentale, Jean-Jacques Missé-Missé, il est ancien lion indomptable et consultant. Et puis Siegfried Ntonnet, ancien lion indomptable également, grâce à qui vous n'allez rien manquer de cette belle fête. Bonsoir Jean-Jacques Missé-Missé. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de Africa 24. Bienvenue sur ce plateau. Cameroun, Burkina Faso, 2-1. Le pays hôte entame de fort belle manière sa compétition. Oui, l'essentiel c'est la victoire. Parce que quand on analyse ce match, je pense que le Cameroun n'a pas développé le football qu'on attend. Et ça fait déjà depuis que M. Concessant est là. Je n'ai pas vu le Cameroun développer un match où on se dit oui, il y a des actions préétablies, c'est-à-dire que des choses qu'ils préparent à l'entraînement. On dirait que ces gamins jouent comme s'ils ne se connaissaient pas depuis. Pourtant, Toko et Kambi, si on voit bien, je ne pense pas qu'ils se sont fait plus de 5 passes à tous les deux. Pour deux avancantes qui doivent jouer côte à côte, où il doit avoir une symbiose, c'est inquiétant. Siegfried, est-ce que ce que Jean-Jacques Missé-Missé dit, ça trahit le fait que 2-1, d'accord, c'est le score, le Cameroun a gagné, mais c'était un match laborieux? Pardon, je tiens d'abord à dire merci à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Et je dirais en plus que le Cameroun a déjà réussi le pari de l'organisation. Vous avez vu la cérémonie d'ouverture qui était toute en couleur. Belle cérémonie. On peut déjà dire bravo au Cameroun. Et je dirais aussi bravo à nos valeureux lions, à nos jeunes frères qui ont donné le meilleur d'eux. Maintenant, pour revenir à votre question, ce que dit Jean-Jacques, que j'appelle affectueusement, c'est déjà un honneur pour moi de l'avoir en face de moi. C'est un aîné pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Ancien capitaine comme vous? Oui, mais bon, je pense que lui, il a mérité mieux. Mais bon, ben, je pense que c'est très honoreux pour moi d'être en face de lui. C'était laborieux. Pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça. Et les Lions ont l'expérience sur le banc à travers les anciens coéquipiers de mon aîné et les miens aussi, qui savent qu'une compétition comme la CAN, elle se gagne dans la durée. Et avec beaucoup d'endurance, avec beaucoup d'expérience, je pense qu'ils ont commencé en diesel, ils vont monter en puissance au fur et à mesure de la compétition, tout en espérant que ce qu'a dit Jean-Jacques tout à l'heure, l'entraîneur va pouvoir mettre le doigt où il faut afin qu'il puisse travailler des spécifiques pour qu'on puisse voir des combinaisons, des balles arrêtées, des schémas. Ça a été laborieux, mais bravo les Lions. Jean-Jacques, le Burkina Faso a pourtant entamé la rencontre de fort belle manière, 24e minute, but. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment expliquer qu'après ils se font rattraper et même encaisser un deuxième but? Je pense que mentalement, c'est ce qui a toujours fait la force du Cameroun depuis des années. Encaisser le premier but, ça a un peu réveillé cette équipe des Lions. Ça les a réveillés et ils ont commencé, ils ont mis plus d'impact dans le jeu. Et puis il y a eu ces deux pénaltys. Et comme je le dis, le premier, il est tout à fait valable. Mais le second, pour bien expliquer aux téléspectateurs, parce que les gens vont croire que je ne supporte pas le Cameroun. Non, je suis à fond pour que le Cameroun gagne, mais il faut expliquer aux téléspectateurs ce qu'ils ne voient pas. Nous sommes là pour ça. Ce deuxième penalty n'avait pas le droit d'être parce que le centre était déjà parti. Le centre était déjà parti et le choc est resté. Et le choc est resté. Oui, donc l'arbitre a sifflé un penalty, pour moi, à mon sens, et même quand on regarde la VAR, qui n'avait pas lieu d'être. Donc l'issue aurait pu être différente de cette rencontre qu'on voit avec, dont on revient sur les moments forts de cette rencontre avec notamment ce but de Gustavo qui intervient à la 24e minute, je l'ai précisé, et ça intervient après deux belles actions de but. Donc on aurait pu marquer un peu plus tôt
mais Vincent Onana a été battu en duel. Premier but, qu'est-ce qui n'a pas marché? La sortie du gardien Onana était quand même un peu... apparemment, ça n'a pas été bien calculé. Pardon, je ne dirais pas ça comme ça. En fait, je pense qu'il n'avait pas encore pris vraiment entré dans le match. Et il a fait une sortie hasardeuse, d'où le tâtonnement. Mais ce n'est pas du seul fait du gardien, parce que quand on regarde, il y a beaucoup d'errements défensifs. Et le milieu de terrain, il est un peu hagard, voire perdu. On va regarder tout ça en image. Je propose qu'on regarde ça et on se retrouve juste derrière les moments forts de cette rencontre d'ouverture. Jean-Jacques Missé, être joueur de football, c'est pas forcément gagner quand on a des pénaltys. Encore faut-il les concrétiser. Est-ce que dans cet art-là, Aboubacar Vincent se démarque? Oui, il a gardé son calme, il a bien frappé, il a regardé le gardien jusqu'au dernier moment et il a pris le gardien en contre-pied. Est-ce facile à faire pour vous qui avez participé à ce genre de rencontre? Est-ce facile à faire parce que c'est pas facile à faire, surtout que c'est un match d'ouverture. Un match d'ouverture qui va déterminer en principe la suite de la compétition. Donc gagner ce match était très important. Donc ces pénaltys, c'est travaillé. C'est travaillé parce que Vincent Aboubacar, il a eu l'habitude de tirer des pénaltys. Donc je pense que là, il a pris ses responsabilités de capitaine et il les a bien tirés. Est-ce que l'absence de l'entraîneur, Kalou Malo, et de l'attaquant Abdoul Tapsoba, très prolifique ces dernières années, a impacté sur l'issue de cette rencontre? Oui, je pense que ça a beaucoup impacté. Il faut reconnaître que l'équipe burkinabé, c'est une équipe du Burkina, c'est une équipe en reconstruction. C'est une équipe jeune et je pense qu'ils ont été un peu victimes des péripéties qu'ils ont eues en début de ce match, en début de compétition, avec le Covid, avec leur défenseur le plus expérimenté qui justement n'a pas préparé au match. Testé positif au Covid et comme vous l'avez dit tantôt, l'absence de l'entraîneur principal, lui aussi testé positif. Je pense que ce n'est pas des épiphénomènes, c'est des éléments à tenir en compte pour une équipe jeune qui attend une compétition avec des forces vives manquantes. Ça fait que ça peut jouer, d'où les actions que d'aucuns ont trouvées litigieuses comme le penalty. Moi je dirais, sous le feu de l'action, le joueur burkinabé, vu qu'il est jeune défenseur, il va avec beaucoup trop d'engagement, ce qui prête à confusion auprès de l'arbitre sous le feu de l'action de penser que c'est un penalty, mais quand on revient avec un peu de recul et sans chauvinisme aucun, on peut se dire qu'il n'y avait pas lieu d'avoir penalty. Donc le sort aurait pu être différent que ce que ce tableau nous montre. Cameroun 2, Burkina Faso 1. Missé, est-ce que Aboubacar Vincent a sorti tout son potentiel? Notons qu'il aurait pu mettre un triplé, seulement le VAR a décidé autrement. Est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas? C'est peut-être pas le débat, mais lors de son interview, je précise qu'il a été l'homme du match. Il a dit qu'il n'est pas satisfait de ce trophée, qu'il veut plus et que le Cameroun aurait pu mieux faire. Pour moi, je crois que l'homme du match, comme je l'ai noté ici, c'était Tolo, le latéral gauche. Je crois que c'était l'homme du match. Il était dans toutes les actions, il s'est battu. Bon, on regarde Vincent Aboubacar parce qu'il a marqué les 2 buts, c'est vrai. Il a marqué les 2 buts, mais marquer des buts ne signifie pas toujours être l'homme du match. Il faut regarder des détails. Bon, ici, nous avons une équipe qui se cherche. L'essentiel, la victoire est là. Mais il y a une équipe qui se cherche, il faut qu'on fasse très attention. Vraiment, le Cameroun doit travailler, surtout sur des phases arrêtées, parce qu'on a eu 4 corners qui ont été très mal tirés par Mominga Maleu. C'est des choses qui ne doivent pas arriver. Donc on a l'impression qu'ils ne travaillent pas. Les déplacements au niveau des attaquants, quand on a un corner ou un coup franc,
on voit qu'il n'y a pas de, c'est-à-dire, il n'y a pas de préparation. C'est l'improvisation. On se place, on Siegfried, frappe. en quelques secondes, avant de conclure cette première partie, est-ce qu'on peut dire que, est-ce qu'on peut mettre tout ça sous le compte de la pression? Il faut préciser quand même que ces jeunes gens jouent en face d'un public surchauffé à domicile. Je dirais non. Pourquoi? Parce que c'est des professionnels. Ils ont l'habitude des grandes compétitions, malgré le fait que la CAN, c'est une compétition à part. Mais comme je l'ai dit tantôt, ils sont très bien entourés parce qu'auprès du staff, ils ont des joueurs avec beaucoup d'expérience qui ont l'habitude de ces grandes compétitions. Mais je reste persuadé, comme l'a dit Jean-Jacques, il faut vraiment qu'ils mettent l'accent sur le travail, sur les spécifiques dans leur refuge où ils sont là-bas, afin qu'ils puissent avoir des schémas préférentiels. Parce que moi, j'aurais voulu voir les jeux sur les côtés, ce qui a souvent été la force des Lions indomptables. Oui. C'est-à-dire, on part du gauche et le danger, il est à droite, mais aujourd'hui... ça n'a pas été ça, mais je pense que c'est un début. Ils vont monter, comme je l'ai dit tantôt, ils vont monter en puissance. Monter en puissance, c'est également ce que pense Vincent Aboubakar. En quelques mots, 30 secondes maximum, cérémonie d'ouverture, vous avez apprécié une belle fête? Non, c'était une magnifique cérémonie. C'était une très belle cérémonie, beaucoup de couleurs, comme le Cameroun sait le faire. Africa 24 Football Club, retrouvons-nous juste après. Vous êtes sur Africa 24 Football Club, votre quotidien d'information, d'analyse et de débat de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Un nouveau visage nous a rejoint sur ce plateau, Raphaël Ebangambala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Terre de football et La part du lion. Vous faites 2 encyclopédies sur le football africain et camerounais en particulier. Super. De l'autre côté, Jean-Jacques Missé-Missé, toujours avec nous sur ce plateau, consultant, ancien lion indomptable. Alors, on va débriefer le deuxième match de cette ouverture de la CAN Cameroun 2021. Cap-Vert, Éthiopie, d'entrée de jeu, les requins bleus se démarquent avec un but au compteur. Oui, c'était un beau match. C'était un beau match. Mais les Éthiopiens se sont retrouvés très vite à 10 et ils ont tenu tout le match. Je pense que c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe qui va progresser parce qu'elle travaille, on l'a vu, un schéma tactique bien précis, des gamins qui font circuler le ballon. Là, c'est un très beau match. Donc les Cap-Verdiens aussi ont très bien joué. Ouais. Et puis on voyait des schémas, action à gauche, danger à droite, ainsi de suite. Ils ont fait ça plusieurs fois. Donc ce sont des automatismes. Et je pense que le Cameroun et le Burkina doivent faire attention à ces deux formations. Est-ce que, Raphaël, la longue disette de l'Éthiopie, beaucoup d'années sans jouer, sans participer à cette grande compétition, a un peu crispé cette équipe championne d'Afrique 1962? Non, moi je suis très content. Hein. C'était un match très enthousiasmant parce qu'après le derby Cameroun-Burkina Faso, on a vu deux équipes qui étaient vraiment joueuses. Et comme disait le vrai champion, comme je l'appelle, c'est aussi ça la diversité du football africain, fait de beaucoup de fantaisie. Vraiment, il y a eu beaucoup d'envie, beaucoup d'allant. C'était un match très sympathique. De quoi peut-être vous donner de l'inspiration pour remplir de prochaines pages, vous qui êtes auteur. Comment est-ce que, dans votre posture d'auteur, vous regardez une compétition comme celle-ci? Oh, c'est un challenge, c'est-à-dire que la mémoire collective africaine, qui est notre passion commune, le football, devait être apprivoisée dans des œuvres qui parlent à suffisance et avec justesse de ce qui nous anime. Vous avez vu aujourd'hui la grandiosité de l'événement. Toute l'Afrique a les yeux braqués sur le Cameroun et le football est notre passion. Donc en tant qu'historien, je retrace seulement, je mets en exergue les grands champions d'aujourd'hui, de demain et d'hier. De quoi penser à la postérité et sans doute à Jean-Jacques Missé-Missé, féru de lecture au-delà du football. Est-ce que des initiatives comme celle de Raphaël apportent quelque chose de plus en dehors des chaînes de télé, peut-être des retransmissions des matchs? Est-ce qu'il faut consigner aussi dans des ouvrages?
un match peut-être comme Cap-Vert-Éthiopie? Oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure. Je lui ai dit qu'il fallait un musée du football au Cameroun. Pas un musée des lions, comme certains veulent un musée des lions. C'est le musée du football parce que tout ce qu'il dit est retracé. Il y a des photos que j'ai vues en feuilletant un peu des encyclopédies, où il y a des photos de Léopard de Douala, la première femme qui a commencé à jouer au football au Cameroun. Tout ça se retrouve là-dedans. Donc au Cameroun, vraiment, il faut un musée du football parce que avec des œuvres comme ça, aujourd'hui, si on avait un musée avec la CAN, les gens auraient visité, seraient sortis de là avec des souvenirs passés et tout. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et les aider, surtout les accompagner. Ça, c'est le domaine de l'État, il faut les accompagner, ou le ministère de la Culture, le ministère des Sports, on doit les accompagner. En attendant, on revient sur l'issue de la rencontre avec ce score de 1-0 en faveur du Cap-Vert, tel qu'on peut le voir, un but de Julio Tavares. Au bout de la première mi-temps, Siegfried, qu'est-ce qui fait que l'Éthiopie, réduite à 10 à la 12e minute, encaisse son premier but seulement à la fin de la première partie et plus rien à la deuxième partie? Ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel qu'on va peut-être observer au fur et à mesure que la compétition va... Oui, non, il faut aussi comprendre que c'est un grand événement et que l'Éthiopie vient de loin. Elle nous a séduites par un jeu léché, un enthousiasme toujours débordant, parce qu'ils ont failli égaliser. Hein. Ouais. C'était un match très prenant et les deux équipes vraiment ont présenté à suffisance le réservoir, les vastes réservoirs du football africain. Je crois que, comme disait tout à l'heure Jean-Jacques, le Cameroun et le Burkina Faso doivent bien se tenir. C'est un avertissement sérieux. Il y aura vraiment de l'enjeu et vraiment ce sera compétitif jusqu'au bout. Cette Éthiopie, vainqueur de la Coupe d'Afrique 1962, est forcément consignée dans l'un de vos livres. Ah oui, avec un arrêt sur image à chaque CAN. Hein. Oui. Nous avons voulu mettre en exergue, comme je vous le disais, les champions d'hier, parce que la mémoire collective africaine, aujourd'hui, le football est un gros business, et on ne se souvient pas, malheureusement, de ceux qui l'ont écrit au début. Et donc, notre devoir d'historien et de marketeur, parce que le football est devenu un business, il faut que tout le monde ait sa part dans la vitrine de notre grande histoire, qui est la passion du football. Cette passion du football qui s'est initiée hier au Cameroun avec ce match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso et puis ce second match Cap-Vert-Éthiopie. Nous regardons le classement de ce groupe A avec le Cameroun, pays hôte qui commence à se démarquer et c'est tant mieux pour ce pays qui devra défendre le titre 50 ans après que ses aînés l'ont perdu. Cap-Vert deuxième avec 3 points. Une différence de but de 0 par rapport au Cameroun. Et puis Burkina Faso, 4e, Éthiopie, l'Éthiopie qui clôture la marque. Les poulains de Webetu Abaté ont quand même du potentiel. Et est-ce qu'on peut imaginer un scénario, peut-être à la deuxième journée, qui nous propose un tableau autre que celui qu'on vient de voir? Oui, c'est possible, il y aura des changements dès la deuxième journée. C'est possible. Parce que, comme on disait tout à l'heure, l'Éthiopie qu'on a vue, à 10, c'est une équipe qui circule le ballon. Et puis surtout, il y avait beaucoup de rythme dans ce match. Beaucoup de rythme, je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est des pays qui sont en hauteur, donc en altitude. Donc c'est des gens qui ont un taux d'hématocrite assez développé par rapport à ceux qui vivent au-dessus, au niveau de la mer ou en dessous du niveau de la mer. Donc quand ils viennent, ils ont tellement d'énergie parce que le taux d'hématocrite augmente, qu'on appelle souvent... Les gens disent pour augmenter les performances, c'est le dopage. Mais ici, ils ont ce taux d'hématocrite naturel qui fait qu'ils sont capables de courir comme on les a vus. Il y a eu du rythme de la première à la dernière minute. Oui, ils sont allés très loin. Et c'est pour ça que je me demande si, à ce rythme-là, ils vont tenir peut-être les 3 premiers matchs. Mais s'ils arrivent au deuxième tour, est-ce que le rythme sera le même? Parce qu'il faut aussi tenir, c'est une compétition sur la durée. Oui. Et je pense qu'il faut avoir des réserves pour pouvoir aller et ça va se jouer à l'expérience et comment l'encadrement technique, l'encadrement médical gère tout ça, les récupérations, l'alimentation, et c'est un tout, quoi. Okay. Raphaël, on va évoquer les matchs de demain, 11 janvier, notamment avec
ce premier match Algérie-Sierra Leone du côté de Douala, à Japoma. Algérie-Sierra Leone, est-ce qu'on pourrait espérer que la Sierra Leone vienne mettre fin à la série d'invincibilité des Fennecs? Ah, on s'excite un peu, hein, parce que ce n'est que la première journée, il y a encore des grands qui vont rater la compétition et des petits qui vont réussir. Je crois que la Guinée-Bissau est une très bonne équipe, je l'ai déjà vu jouer à plusieurs reprises. Et puis, je trouve un peu qu'on en fait un peu trop avec l'Algérie. Peut-être c'est l'enthousiasme de la Coupe arabe qui vient de gagner, mais la Coupe d'Afrique, c'est une autre paire de manches. Ce ne sera pas la seule rencontre de ce 11 janvier du côté de Garoua au stade Romdey à Dia. On aura cette rencontre de la poule D, Nigeria, Égypte, un duel, Jean-Jacques. Ça, c'est une finale de Coupe d'Afrique. C'est une finale de Coupe d'Afrique, mais c'est un premier match de groupe. Ouais. Là, je pense que l'équipe qui gagnera prendra un ascendant psychologique important. Ascendant psychologique qui va peut-être profiter au Nigeria, dont les fans sont venus par route du côté de Garoua, qui, précisons-le, est limitrophe du Nigeria. Ça, c'est sûr, ils auront beaucoup de fans, beaucoup de spectateurs, mais le football, c'est sur le terrain que ça se joue. C'est sur le terrain que ça se joue. Tout à fait. Un terrain que les équipes, toujours dans la poule de Garoua, d'autres équipes vont fouler la pelouse. Après Égypte, Nigeria, Soudan, Guinée-Bissau, ce sera juste après à 20h, heure du Cameroun, 19h GMT. Siegfried, est-ce que dans vos livres, vous êtes appesanti sur les pronostics? Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que parfois quand on a... Non, nous retranscrivons l'histoire, hein. C'est-à-dire que nous attendons que ça se passe tranquillement. Et puis on essaie de consigner tout ce qui s'est passé de bien ou de mal durant la compétition. Et puis il y a un grand challenge, c'est une CAN à 24. Le challenge est énorme pour les historiens que nous sommes, parce que les moindres détails doivent être notés pour la mémoire collective. Donc c'est un vrai travail. Nous revisitons de façon impartiale tous les faits de jeu, tous les talents, toutes les statistiques, toutes les photos. Nous scrutons un peu tout. Donc c'est un travail longue haleine pour un rendu que nous espérons toujours meilleur pour les Africains. Jean-Jacques, on s'achemine vers la fin de l'émission. Est-ce que cette CAN déjà d'entrée de jeu, cette première journée, cérémonie d'ouverture pleine de couleurs et de charme, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui, à part les rencontres, aura marqué l'ancien joueur de football que vous êtes? C'est l'ambiance du stade, tout ce qu'il y a autour. Et je pense que pour tout footballeur, on aurait aimé être à la place de ces footballeurs aujourd'hui. Oui. J'aurais aimé être sur le terrain parce que, bon, vivre cet événement-là, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'unique dans la vie d'un sportif, dans la vie d'un footballeur. C'est des moments comme ça où on se dit, voilà, le grand moment est arrivé. On aimerait y être, on aimerait participer avec la présence du chef de l'État, de toutes les autorités du football mondial. Donc vraiment, c'est que la fête continue et que les gens continuent à venir au stade. Sauf je suis simplement un peu déçu parce que le public est parti tôt. Avant, ils n'ont pas vu ce deuxième match. Peut-être dû à la fatigue. Dû à la fatigue, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi que ça a été dû. Ils sont au stade depuis 6 h du matin. Certains même ont voulu dormir là-bas et puis les services de sécurité ont refusé. Mais je pense que les prochains matchs, vraiment que les Camerounais aillent au stade parce que ce deuxième match, Cap-Vert, Éthiopie, était vraiment plaisant. Raphaël, et non Siegfried, comme je vous appelle depuis quelques minutes. Raphaël, est-ce qu'une Coupe d'Afrique comme celle-ci, 50 ans plus tard, dans un pays de football, forcément, je me dis, vous sortirez de là avec quelque chose de publié, peut-être? Ah oui, non, aussitôt que la compétition sera terminée, le livre est point prêt. Hein, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à la 6e édition, qui s'appelle Collector, et qui collecte vraiment toutes les informations. Nous sommes en pourparlers avec la CAF, avec la FIFA, qui veut vraiment récolter le fruit de notre travail. Donc c'est important pour nous que c'est quand même, si je ne me trompe, le 2e ou le 3e plus grand événement sportif mondial en matière de football. Donc l'Afrique a un challenge, comme je le disais, qui est très grand et c'est avec beaucoup de fierté que nous avons eu des beaux stades. C'est avec beaucoup de fierté qu'on a vu notre vieux chef d'État
prononcer le discours d'ouverture. C'était une grosse émotion qu'on n'a jamais vécue. Nous qui avons toujours vécu pour cette passion qui est très forte, cette flamme-là. Donc c'est un challenge pour les joueurs, pour les anciens champions qui ont cette nostalgie, c'est normal. Moi-même, j'ai écrasé une larme parce que la pelouse était tellement belle. Ouais. J'aurais aimé y être, mais bon, c'est comme ça. Et puis, on peut souhaiter à cette génération et à ces futurs champions que du bonheur. Le gros challenge que la génération de Jean-Jacques Missé ont relevé sur d'autres stades et aligné 5 étoiles, peut-être avec cette compétition à domicile. Bien sûr, on pourrait greffer la 6e étoile. C'est eux qui ont écrit de leur sang et de leur sueur. On espère de tout cœur. Je pense qu'il n'y a pas un Camerounais, sauf ceux qui sont aigris, je pense qu'il n'y a pas un Camerounais aujourd'hui qui ne veut pas que la 6e étoile soit inscrite sur le maillot. Donc nous attendons impatiemment cette 6e étoile. Donc c'est pour ça que je mets la pression à certains joueurs, tels que Zamboanguissa, qui n'a rien fait. Et je pense que s'il continue comme ça fait peut-être 10 matchs, 11 matchs qu'il joue avec les Lions. Il n'a pas encore donné la pleine mesure de son talent. Sans doute, pour les prochaines fois, ces joueurs vont se surpasser. C'est donc sur cette note que nous vous disons au revoir et restez sur les programmes d'Africa 24. Et vous restez avec les programmes, avec nos prochaines éditions d'information. On se retrouve à plus tard pour la prochaine édition.